Ich will mal weiter direkt, wir bleiben nämlich beim Sujet Prévenir avant de guérir. Und du switchen ich immer das Französisch, und du invitieren ich vier Participants bei der Table Ronde. J'ai le plaisir de vous annoncer Dr. Simone Steil de la Direction de la Santé. Elle est médecin spécialiste en médecine générale. Depuis 1992, elle dirige la division de la médecine préventive à la Direction de la Santé et représente la direction et le ministère de la Santé dans de nombreux groupes d'experts auprès d'institutions nationales, européennes et internationales. Bienvenue, Dr. Steil. Ah, faut direkt positiv weiter. Nommé secrétaire général de la... Das ist nicht definiert. Hein? Wir werden aber im positiven Bereich. Dr. Steil, wenn ich gibt, merci für auf die Bühne zu kommen. Einen dicken Applaus für Madame Steil. Könnt ihr Platz wollen, wenn ich gibt? Nommé secrétaire général de l'AMMD, de l'Association de médecins et médecins dentistes Luxembourg en décembre 2016, Dr Guillaume Steichen est médecin généraliste. Après un résidenat de 3 ans à Paris, il s'installe en octobre 2007 à Esch-sur-Alzette. De 2011 à 2016, il est membre du conseil d'administration du Cercle des médecins généralistes. Il en assure la présidence en novembre 2016 avant d'être élu au conseil d'administration de l'AMMD le mois suivant. Merci d'accueillir Dr. Steichen. Je souhaite la bienvenue à Dr. Laetitia Huillard du Luxembourg Institute of Health Department, Population Health. Elle dirige ce département depuis août 2017. Laetitia est médecin, professeur de santé publique et a débuté sa carrière au sein du département d'oncogénétique, prévention et dépistage de l'Institut Paoli Calmette à Marseille, centre régional de lutte contre le cancer. Ses thématiques de recherche sont centrées sur l'épidémiologie clinique, la pharmacoépidémiologie avec un intérêt particulier pour les pathologies chroniques telles que le cancer. Bonjour, Dr. Huillard. Voilà. Et notre quatrième participant est Christian Kaiser, le directeur de l'école du goût du Parc naturel de Lourdes. Il est ingénieur diplômé en aménagement du paysage et développement de l'environnement, chargé de direction du syndicat pour l'aménagement et la gestion du Parc naturel de Lourdes depuis 2005, membre du réseau des parcs naturels germanophones. L'éducation au goût, comme elle est pratiquée par l'école du goût du Parc naturel de Lourdes, aide les jeunes et les adultes à devenir des consommateurs aptes à faire des choix alimentaires équilibrés grâce à des activités pédagogiques simples et ludiques fondées sur l'expérimentation des 5 sens. Bienvenue, Monsieur Kaiser. Die letzte Platz. Comme vous le savez, c'est une ronde interactive, une table ronde interactive. Et je vous prie alors bien, si vous avez une question à notre 4 participants, de bien les poser. Hein. Alors vous pouvez être connectés avec le Slido. Et si vous avez une question, n'hésitez pas. Aussi un commentaire, tout est bienvenu. Je prie mes interlocuteurs de pousser sur le micro si vous voulez parler. Ça clignote en rouge. Alors, on peut commencer tout de suite. Je vais commencer avec Dr. Steil. Quelles sont vos expériences au cours de ces dernières années? Est-ce que les actions de sensibilisation du ministère ont porté leurs fruits? On avait vu un slide où les gens, où j'avais demandé, est-ce que là, une campagne vous a mené à un mode de vie plus sain? Oui, ben j'espère que la prévention porte ses fruits et va continuer à porter ses fruits et que l'efficacité de nos actions entreprises va encore plus pouvoir être mesurée dans le futur. Depuis donc plus de 20 ans, effectivement, nous nous occupons essentiellement de pratiquer de l'information et de la sensibilisation envers la population en général, mais également envers des publics cibles particuliers. Et ces dernières années, comme Madame la Ministre l'a souligné tout à l'heure, ont vu le jour de plusieurs programmes de prévention et de promotion de la santé,
des stratégies qui ont été élaborées en multipartenariat de manière interdisciplinaire et qui comportent toutes un grand volet prévention, mais également évidemment un volet prise en charge curatif et de prévention tertiaire également, et le volet recherche et évaluation. Donc nous espérons que grâce à la formalisation de nos actions et de nos interventions à l'avenir, nous pourrons mieux mesurer les effets effectifs de nos actions entreprises qui, j'en suis sûre, ne sont pas restées vaines, mais où on déplore un déficit actuel de données mesurables, objectives, pour pouvoir en définir clairement leur efficacité ou mesurer l'efficacité et l'efficience. Voilà, donc nous ne nous limitons pas, ça je voulais quand même également souligner, aux campagnes médiatiques de masse, mais qui effectivement ont leur utilité, sont absolument très importantes pour informer, sensibiliser dès le plus jeune âge notre population au mode de vie sain, mais il faut les faire accompagner d'actions de terrain, d'interventions de terrain et d'autres actions sur l'environnement, sur la possibilité de mettre aux citoyens des interventions et des settings en place pour qu'ils puissent effectivement appliquer les modes de vie sains que nous préconisons. Merci, Madame Steil. Je vois bien les questions, vous êtes très actifs, mais d'abord, je commence à poser encore une question à Dr Steichen en tant que médecin généraliste. Dans quel sens estimez-vous que la dimension de la prévention a évolué dans la prise en charge médicale? Il y a forcément... Il y a plusieurs... Le rôle du médecin généraliste est évidemment un rôle central dans le dépistage des maladies, que ce soit le cancer ou dans le dépistage des facteurs de risque. Il est en première ligne pour justement dépister des facteurs de risque qui sont malheureusement pas modifiables, que ce soit le sexe ou l'ethnie, mais il y en a d'autres évidemment qui sont modifiables, comme les comportements, à savoir le tabagisme, à savoir la consommation d'alcool, à savoir l'activité, l'évaluation de l'activité de chaque patient, etc. Donc il est effectivement promoteur, il informe le patient, il essaye de le guider justement pour avoir des modes de vie qui sont plus sains. Il l'accompagne à tous les âges de la vie, que ce soit dès la grossesse en fait, où il peut donner des conseils à la femme enceinte, jusqu'au jeune âge où justement il a un rôle d'évaluer comment on va dire, l'évolution statuto-pondérale du patient, en faisant la promotion de la vaccination, en évaluant des éventuels troubles psychomoteurs, en évaluant des troubles visuels ou des troubles auditifs, etc. Et après, ça continue chez les personnes, on va dire, entre 18 et 60 ans, justement par les programmes de dépistage qui ont été mis en place, qui ont prouvé leur efficacité, notamment dans le sein, dans le dépistage du cancer du col utérin, notamment dans le dépistage du cancer colorectal ou dans le dépistage de mélanome, plus effectivement la recherche de facteurs cardiovasculaires, où il peut justement agir au niveau de la biologie en essayant de contrôler au maximum tous les facteurs de risque comme le diabète, après, au niveau de la tension aussi, avoir un équilibre tensionnel qui soit bien, au niveau des dyslipidémies, et justement, après, chez la personne âgée, où je salue d'ailleurs l'investissement du ministère de la Santé dans le cadre de formations qui ont été proposées aux médecins généralistes pour les aider à mieux prendre en charge les personnes âgées, en détectant effectivement des patients qui seraient plus fragiles, et à un stade en amont, on peut éviter justement des hospitalisations inutiles, une perte de l'autonomie progressive. Donc il agit effectivement au niveau de plein de niveaux.
La chose peut-être qu'on peut regretter encore, c'est qu'il n'y ait peut-être pas un programme, une fiche standardisée qui permette à tous les médecins de suivre un espèce de questionnaire qui permet, adapté à l'âge de la vie de chaque patient, à l'instar de ce qui se fait par exemple en Autriche, où chaque patient, à partir de 18 ans, a la possibilité d'avoir une consultation dédiée qui reprend effectivement les différents facteurs de risque en fonction de son âge. Et il y a justement dans notre nomenclature, il y a un code qui est prévu pour ce type de fiche de prévention, mais qui nécessite encore un accord entre la Caisse de maladie et le ministère de la Santé, qui n'a pas encore eu lieu jusqu'à maintenant, alors qu'en 2010, lors de la réforme du Code de la sécurité sociale, il y avait justement un item dans le cadre du dispositif médecin référent, comme quoi une de ses missions était de favoriser les soins de prévention. Et du coup, mon appel, c'est effectivement que les deux ministères se mettent rapidement d'accord pour qu'on ait ce type d'outils qui nous permettra encore mieux de prendre en charge les patients de manière globale et qui permettrait justement de répondre à votre souci de statistiques, etc. Voilà. Madame Houillard, le citoyen, généralement, ne veut pas être dirigé ou obligé par une réglementation à faire son choix. Je pense aux interdictions de fumer ou aux réglementations pour lutter contre le mésusage de l'alcool, etc., ce qu'on a vu déjà. Mais est-ce que la prévention, basée uniquement sur l'éducation, l'information, la sensibilisation, fonctionne? Alors, c'est une question très intéressante ce que vous posez. Je crois que quand on part du principe que l'information, l'éducation fonctionne, on fait l'hypothèse qu'on a tous au centre de nos valeurs la santé, et c'est probablement pas le cas pour tout le monde. Il faut reconnaître que c'est pas le cas pour tout le monde, et que si on croit que c'est le cas pour tout le monde, eh bien, on va certainement être très très souvent déçu. Donc je pense qu'il faut accepter que l'être humain est un être hétérogène, qui a ce qu'on appelle l'homo medicus, qui est capable de répondre à des enjeux rationnel, de choix de santé, et qui est capable de prendre en charge sa propre santé. Et puis il y a d'autres personnes. Il y a des personnes qui ont besoin du pouvoir public. Et ce pouvoir public, c'est pour ces personnes-là qu'il a d'autant plus de raisons d'exister que la personne n'est pas, pour des raisons de choix personnels, pour des raisons de valeurs, pour des raisons de croyances, pour des raisons culturelles, pour une infinité de raisons qu'on ne sait pas bien mesurer au jour d'aujourd'hui, que le pouvoir public doit aussi garantir quelque part un accès à de la prévention, qui est une prévention peut-être un peu plus, qu'on peut juger coercitive, ou qu'on peut juger plus dans l'ère moderne du type nudging, où on considère qu'on est dans l'incitation collective à de l'action. Mais je pense que pour répondre à cette question, il faut vraiment arrêter de penser que tout le monde a les mêmes priorités et tout le monde place la santé au centre de sa vie. Je pense qu'il y a des populations pour lesquelles les enjeux immédiats, notamment en termes de temporalité, sont vraiment sur d'autres enjeux. Donc on est dans une salle où il y a une population aujourd'hui très sensibilisée à la santé, très éduquée à la santé, où les comportements qu'on voit décrits sont, en termes de consommation de fruits et légumes, sont certainement non représentatifs de la population générale, je vais être très claire. Et il faut bien imaginer que les gens à l'extérieur de cette salle ont une autre façon de voir le monde, et que si on veut que notre prévention fonctionne, c'est aussi et peut-être surtout à cela qu'il faut parler. Merci beaucoup. Monsieur Kaiser, je m'adresse à vous. Vous vous engagez depuis des années dans l'éducation en faveur du choix sain, notamment dans le domaine de l'alimentation équilibrée. Pouvez-nous dès à présent parler d'un changement de mentalité ou de comportement du consommateur luxembourgeois? Bonne question. Là, je me vois un peu mal placé pour donner une réponse adéquate à cette question. Mais je voulais juste préciser dans ma présentation, je ne suis pas directeur de l'école du goût, je suis directeur du parc, et on travaille depuis plusieurs années sur cette démarche de l'éducation au goût. Et on a défini ce projet comme école du goût. Et nous, on vient dans les régions ruraux, dans les régions des parcs naturels, on vient en fait, disons, du bout des produits. Des produits sains, des produits régionaux.
des produits dont on devrait être théoriquement fier, qui sont produits dans notre pays. Et nous, on essaye, à travers notre projet, tout petit, de renouveler le contact entre le consommateur et le producteur, qui pour nous est un élément essentiel dans toute cette démarche-là, parce qu'on croit qu'il va nous aider à revenir à des circuits plus courts, à un peu partir de cette alimentation globale, à revenir à une alimentation plus décentralisée et plus locale. Et on veut, et là on ne parle pas de santé, mais on veut, à travers ce projet de l'école du goût, redonner aux enfants et aux adultes une éducation qui leur aide à mieux exprimer leur plaisir à déguster et à manger. Et vous voyez une augmentation des intérêts, des demandes des gens qui viennent? On a beaucoup d'enfants, on a beaucoup de maisons relais qui participent à cette initiative, mais je ne saurais pas vous dire qu'on est en augmentation. Non. Espérons. Merci, Monsieur Kaiser, pour la réponse. Et je vais me tourner vers les questions qu'on a eues. Par exemple, la première, what about tobacco taxing in Luxembourg? Quoi, alors, qui veut répondre? Madame Steil? Je crois que je suis obligée d'essayer de répondre au moins partiellement. Je rappelle que Luxembourg est signataire de la CLAT, donc c'est par l'OMS l'instrument politique qui a été mis en place pour une politique de contrôle du tabac concerté et interdisciplinaire. Donc depuis 2005, le Luxembourg est signataire, et c'était un des premiers signataires d'ailleurs de cette convention. Je signale également que depuis août 2017, nous avons promulgué une nouvelle loi qui est en fait résulte de la transposition d'une directive européenne, la dernière directive européenne en matière de lutte contre le tabagisme, et que cette loi a été complétée par plusieurs volets qui vont au-delà de l'application pure de la directive, dans la visée de protéger les plus jeunes contre le tabagisme passif et de limiter l'entrée dans le tabagisme de nos jeunes adultes. Alors, en ce qui concerne la mesure de taxe, pour répondre clairement à la question, nous ne sommes pas seuls dans ce navire. Nous savons très bien que les recommandations de l'OMS et les recommandations, qui sont des recommandations tout à fait justifiées, consistent à préconiser une augmentation des taxes pour réduire la consommation, ce que l'interlocuteur, l'orateur précédent a très bien décrit, et qu'il y a du travail à faire dans ce domaine-là, mais nous ne sommes pas seuls dans le navire. Il y a le ministère des Finances et le ministère de l'Économie qui doit travailler de concert avec le ministère de la Santé pour aller dans la direction d'une politique des prix efficace. Merci, Dr. Steil. Une question suivante, par exemple, what about handing out more free fruits in schools? Je connais beaucoup de travail déjà où c'est fait, où on reçoit beaucoup de fruits, mais également dans les écoles. Ça se fait à Luxembourg? Oui? Qui veut répondre à cette question? Monsieur Kaiser? Non. Madame Vuillard? Oui, deux petits commentaires. D'abord, je remercie M. Kaiser d'avoir mis un mot dans la discussion qui est très important, qui est le terme de plaisir, et qui est justement la suite un petit peu de la coercition ou l'information, et où il faut prendre en compte que les gens ont des comportements qui ne sont pas des comportements de santé parce qu'il y a d'autres motivateurs comme le plaisir. Pour les fruits, moi donc j'ai des enfants dans les écoles au Luxembourg où il y a des fruits une fois par semaine. La vraie question qui est là derrière, c'est est-ce que finalement de proposer des fruits à des enfants une fois par semaine a une efficacité ou pas en termes de santé publique. Est-ce que dans les priorisations et dans la littérature, est-ce que la concentration d'actions où il pourrait y avoir des fruits de façon intensive tous les jours dans certaines actions
populations plus vulnérables, et puis peut-être pas dans les populations où il y a un accès plus facile à une éducation, une littératie à la santé qui est plus importante. Voilà, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des concentrations d'action et des priorisations sur certaines populations plutôt qu'une action quelque part qui devient sporadique puisque ponctuelle dans les différents établissements pour des raisons aussi d'équité qui est un autre enjeu important en santé publique, mais c'est un vrai débat collectif, un vrai débat de société, d'actions efficaces ciblées sur des populations priorisées ou d'actions qui sont peut-être des actions de sensibilisation, mais dont l'efficacité est certainement discutable, mais qui ont une approche plus équitable par rapport à l'ensemble de la population. Et ça, c'est des débats sociétaux, culturels, qui ne sont pas forcément arbitrables facilement. Merci Madame Houillard. Encore une question à Dr Steichen. Selon vous, comment l'action des autorités publiques visant à agir sur les déterminants de la santé et le comportement des citoyens peut-elle être optimisée? Quelles sont vos propositions? Une de mes propositions, c'est celle que j'ai énumérée tout à l'heure, c'est effectivement qu'on ait une espèce de fiche standardisée pour tous les médecins, avec une consultation dédiée vraiment à la prévention. Évidemment, ça ne peut que se faire en fédérant tous les intervenants, en essayant de s'appuyer également sur des campagnes publicitaires larges auprès de la population, et en intégrant évidemment le patient, parce qu'il est comme au cœur de notre préoccupation, et toujours en fonction de ces facteurs de risque, essayer de faire une hiérarchisation, essayer de voir lesquels sont les plus importants, et quel patient est effectivement disposé à changer aussi ses habitudes ou ses facteurs de risque. Donc tout ça, ça doit se faire en concertation, et je pense qu'on est évidemment tributaire aussi un petit peu, on a beau le faire dans notre activité quotidienne, mais la prévention, on a quand même les personnes viennent plus pour du soin que pour de la prévention. C'est ce que disait le premier orateur tout à l'heure, et c'est assez difficile en fin de consultation encore de pouvoir encore aborder toutes les facettes d'une prévention, et du coup on est un peu tributaire, je pense aussi d'actions concertées avec le ministère de la Santé. Mais c'est aussi un sujet cet après-midi avec les fiches, les questions, voilà, qui va être abordé. Encore une question qui est intéressante, vous pouvez répondre tous les quatre. Do the very graphic photos on cigarette packs work? Les photos où on voit des poumons ou encore d'autres photos, est-ce que ça vous influence? On a des retours que les gens sont choqués. Est-ce que ça fonctionne, cette campagne? Qui veut répondre d'abord? Je peux commencer par répondre. Je vais juste peut-être orienter vers un document très intéressant qui vient d'être publié en avril 2017 par l'OMS et justement qui répertorie les interventions de santé publique les plus efficaces dans le Return on Investment dont on a parlé tout à l'heure, donc où le rapport est de 1 sur 100. Donc le return est de 100 par rapport à l'investissement de $1. Et en ce qui concerne la lutte contre le tabagisme, donc les actions qui se sont montrées les plus efficaces et les plus cost-benefit, c'est évidemment la politique des prix, ensuite le conditionnement neutre ou les illustrations à de grande taille sur les paquets de cigarettes, l'interdiction totale de publicité de parrainage, bien sûr, et l'élimination de l'exposition passive au tabac, avec ensuite les campagnes médiatiques. Donc, en deuxième place, nous avons le conditionnement neutre ou les illustrations de grande taille sur les paquets de cigarettes. Vous voulez dire aussi? Oui. Je veux juste peut-être rajouter peut-être un point, peut-être de manière un peu provocative. Je sais qu'en Finlande, par exemple, en 2020, ils ont un plan ambitieux d'arrêt de la cigarette pour l'ensemble de la population. Dans quelle mesure, effectivement, un gouvernement qui reçoit tous les ans, on va dire peut-être 200 ou 300 millions, je crois, de taxes pour les cigarettes, dans quelle mesure il est prêt, effectivement, à perdre cet argent et d'investir massivement dans des campagnes où on raréfie les points de vente
importante parce qu'on sait que les sujets à risque sont évidemment les jeunes entre 15 et 25 ans et que le tabac a un taux de dépendance qui est énorme. Et je crois qu'il est aux alentours de 90%, alors que l'alcool représente, je pense, un taux de dépendance seulement de 10%. Voilà. Qui veut encore répondre? Sinon, j'enchaîne avec une autre question. Est-ce que les investissements dans la lutte contre le fléau de l'obésité sont susceptibles de faire une différence? Si oui, à quel terme? Je pourrais donner la réponse. À qui? À Mme Houillard? À M. Kaiser? Dans l'obésité? Je pense que les orateurs précédents, ou un des orateurs précédents a parlé exactement de ce point et a répondu à cette question. Il a dit l'investissement, oui, il porte ses fruits, mais il faut avoir beaucoup de patience. C'est donc sur une génération de travail incessant et continu et systématique et à tous les niveaux qu'on va voir effectivement une inflexion, un fléchissement de la courbe de l'épidémie de l'obésité. Merci, Dr. Steil. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de questionnement sur l'efficacité. La question est surtout sur la hauteur de l'investissement et sur la nécessité, en particulier peut-être dans un contexte comme le Luxembourg, qui est un pays de taille limitée, donc avec des acteurs limités, de vraiment l'investissement sur des priorités extrêmement claires et définies sur des enjeux de santé publique majeurs sur lesquels nous pouvons trouver une alliance commune, aussi bien pour le monde de la recherche, où nous pouvons accompagner clairement à la fois sur l'identification des priorités, sur le recueil d'indicateurs qui nous permettent de monitorer cet état de santé sur les priorités définies, sur la sélection des interventions, sur l'adaptation transculturelle d'intervention, sur la mise en œuvre, l'implémentation d'interventions et sur le suivi à long terme de ces activités. Pour le volet recherche, pour le volet médical et soignant, je pense que c'est extrêmement important que là aussi, il y ait un ciblage sur des enjeux qui sont majeurs et puis que ces enjeux soient cohérents, partagés par les acteurs politiques et décideurs de santé. Et donc si la priorité du Luxembourg en termes de stratégie était l'obésité, oui, je pense qu'on n'aurait pas d'enjeu sur l'efficacité à long terme, même si on sait qu'il y a du délai. Voilà. La question va être vraiment, pour les années à venir, la définition de grands enjeux d'investissement en termes de prévention de santé publique, surtout qui vient de discuter la dualité prévention et curatif qui est pour l'instant très séparé et qui n'a probablement pas de raison philosophique de s'opposer, mais où il doit y avoir véritablement un continuum dans la prise en charge, dans l'investissement, dans les remboursements et puis dans les fonds qui sont alloués dans les priorités politiques. Donc voilà, la question porte plutôt sur l'investissement en fait. Dernière question, alors qu'on va prendre des questions qui ont été mises sur le Slido. Alors, ne faut-il pas davantage diriger les campagnes de sensibilisation nutritive vers le conseil parental pratique et non culpabilisant dès la naissance des enfants? Question du public. Vous voulez avoir une autre? La deuxième. La première souligne, encore une fois, la dissociation parfois entre l'intérêt de santé publique à très long terme et puis les enjeux politiques qui ont parfois des agendas qui sont compliqués à mettre en adéquation avec ces visions à très long terme. L'accompagnement parental, oui, marche dans beaucoup de domaines. Voilà. Très bien. Je regarde Sneža, je regarde l'heure. On doit terminer. Oui, 5 minutes. 5 minutes. Alors, conclusion, on avait déjà des conférences qui ont beaucoup dévoilé pour faire alors la conclusion de la table ronde. Si vous avez encore un message à passer, c'est le moment de le faire. Je dirais que prévenir, c'est mieux que guérir. Travailler tous ensemble avec les soins de santé primaire qui sont absolument essentiels et au centre de nos actions à l'avenir. Je crois que c'est très important l'intervention de Dr. Steichen et je suis contente qu'il s'est exprimé
en faveur de la fiche préventive sur laquelle nous avons beaucoup travaillé et Qui va être sujet cet après-midi aussi. j'espère une collaboration fructueuse et efficace à l'avenir. Merci Madame Steil. Monsieur Steichen. Eh ben, moi, je remercie le ministère pour son invitation et je peux que approuver les propos encourageants du docteur Steil pour justement, il manque une signature avec la caisse de maladie pour que ça puisse devenir réalité. Merci beaucoup, Madame Ouillard. Moi, je voulais particulièrement remercier le ministère de la Santé qui a quand même eu, je trouve, une position audacieuse dans l'organisation de cette journée avec vraiment des orateurs de très haut niveau, avec un volet qui est assez orienté recherche et assez innovant. Et c'est assez extraordinaire. Donc, merci beaucoup pour l'organisation de cette journée. Nous sommes là en tant que chercheurs pour aider, supporter la décision publique, pour l'accompagner, pour en tout cas essayer de traduire ce qu'ils disaient tout à l'heure, de traduire les éléments scientifiques, de les mettre à disposition et d'accompagner dans cette direction, à la hauteur de notre possibilité, de nos moyens, de notre compétence. Nous sommes jugés sur d'autres indicateurs, mais c'est notre rôle social aussi au sein du Luxembourg. Je pense que le Luxembourg a une position qui peut être extrêmement innovante en termes de prévention, qui a à la fois la capacité à mettre en œuvre dans une échelle où les interventions peuvent être organisées à une échelle nationale, ce qui n'est quand même pas forcément le cas partout, à la fois des interventions qui sont basées sur de l'evidence-based prévention, j'ai envie de dire, et à la fois parce qu'il y a une proximité d'acteurs, d'insérer dans ces actions, et moi je plaide pour insérer dans les actions de promotion de la santé et de prévention, de l'innovation en termes de recherche sur des micro-programmes sur lesquels on peut tester de l'efficacité et où on aurait ce potentiel qu'il y a dans peu d'endroits dans le monde, si ces interventions sont efficaces, de les développer à plus grande échelle, de les implémenter, qui est souvent la pierre où achoppe toute stratégie de prévention, puisqu'on a des interventions, mais que la mise en place dans la réalité, dans la population, à une grande échelle, est toujours extrêmement complexe. Et la proximité qu'on a ici, cette capacité peut-être à insérer déjà de l'innovation dans les programmes plus génériques, peut être un atout majeur pour le Luxembourg, à mon avis, peut-être quelque chose d'assez innovant en termes de prévention dans le paysage européen. Voilà. Merci Madame Ouillard. Et vous, Monsieur Kaiser? Un petit message peut-être plus court à la fin de mon intervention, c'est que je l'avais déjà annoncé que moi je ne suis pas docteur, je viens de l'aménagement du territoire, on travaille dans la ruralité et je pense que repenser ce thème de l'alimentation, des circuits régionaux, des circuits courts, et ne pas penser à l'échelle globale, ce serait un grand pas pour nous et aussi pour une alimentation plus saine. Et la dernière phrase, c'est pas de moi que ça vient, mais je viens de lire un livre fascinant d'un chef de cuisine étoilé, Franz Keller, il s'appelle. Il a arrêté, il est devenu agriculteur. Parce qu'il avait un problème dans sa cuisine, il n'arrivait plus à avoir des bons produits. Alors il s'était dit, mais comment est-ce que je vais faire? Alors je vais les produire moi-même. Voilà. Et sa phrase qui m'a vraiment frappé, mais je peux juste le dire en allemand parce que je ne sais pas bien l'exprimer en français, c'est Essen ist die Essenz des Lebens. Et ça, on ne doit pas perdre de vue. C'est un joli mot. Merci beaucoup. Aber das schon von mir so schwätzt, dass genau der richtige Zeitpunkt lo. Die Damen und Herren, da geht die erste Table rund oben an. Wir invitieren hier auf ein Walking Lunch bis 1:30 der Zeit. Da war noch ganz viel Zeit, durch die vielen Informationsstände zu gehen, die installiert wurden auf der Gesundheitskonferenz. Auf jeden Fall mal ein ganz dicke Merci für Ihre Aufmerksamkeit. Flotter Samatmat, verleiht deren Handy nicht, der braucht ihn damit nach ein Kehr. Und wir sehen euch spätestens 1:30. Merci, bis dann.